Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, Judicaël Perrault a notamment réalisé le podcast Allumettes et Tasses de thé, podcast qui explique et valorise les sentiments des féministes. Elle a aussi signé en juin dernier le documentaire PMA pour tous. Elle signe cette fois une nouvelle série documentaire sur les pères et elle est l'invitée du Grand Oral pour nous en parler. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme d'éducation sexuelle aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de la contraception. Elle vient de se dérouler la semaine dernière, mais il en faudrait toujours plus des journées comme ça. Alors on joue les prolongations. Cours particulier enfin avec Marie-Olivier, notre rendez-vous hebdomadaire avec la pédagogie et ce portrait d'une association qui œuvre depuis plusieurs années pour l'égalité des chances. Énergie Jeune, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Nous ne connaissons que trop bien les pères d'hier et nous souhaitons mettre en lumière ceux d'aujourd'hui. C'est le projet de la série documentaire Pères sans repères. Elle est signée Judicaël Perrault et vous pouvez y accéder sur la plateforme On Suzanne. 16 pères, 5 épisodes, bande-annonce. J'entendais le moteur de la voiture de mon père qui se garait devant chez nous et j'avais le ventre qui se tordait. Je me suis fait peur à hurler sur mon enfant. Mon père, il y a eu des moments où il a hurlé, quoi. Et donc moi, je reproduisais ça. Souvent, on a cette image du bloc de granit qui est l'enfant, et puis le parent, en fait, il va tailler la forme qu'il veut. Pour moi, c'est pas ça. En fait, l'enfant, il naît, toi, t'es là, t'es un tuteur, c'est une plante, il pousse. Et ça veut dire quoi être parent? À quoi je m'engage? C'est important de se remettre en question par rapport à ce qu'on a vécu ou par rapport à ce qu'on voit autour de soi. C'est infernal. Mais c'est tellement cool. Je la mettais en avant en me disant qu'elle allait savoir parce qu'elle a l'instinct maternel, mais non, on marche pas comme ça. C'est pas parce que c'est un garçon et qu'il a un pénis et qu'il peut pas jouer à la dinette, qu'est-ce qu'il risque? De faire à manger plus tard quand il sera adulte. Et là, je me suis dit, en fait, je travaille pour ma vie perso et pas l'inverse. Quand t'as un enfant, les fêlures deviennent des crevasses, c'est-à-dire qu'elles s'ouvrent. T'as pas mal d'injonctions à la virilité, en fait, qui te poussent à te dire qu'un homme cache ses émotions, il pleure pas. Je suis fier d'être père, c'est clair, mais je suis aussi vachement fier d'être père et gay. Mon fils, il est pas blanc, et donc il va lui arriver des choses. Depuis que mon fils est né, ça m'a rendu beaucoup plus militant. Les enfants qui vont bien, ce sont des enfants qui vont répercuter ce bien sur la société. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra véritablement changer les choses. C'est pas parce qu'on t'a pas appris à dire je t'aime que faut pas le dire à tes enfants. Salut Benoît. Judicaël Perrault, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. C'est un super documentaire. On peut le voir en entier, 5 épisodes, à peu près une demi-heure chacun. C'est ça, ouais. Sur la plateforme On Suzanne. En quoi sont-ils modernes, ces pères, ces 16 pères que vous avez interrogés? Ils sont modernes dans la mesure où ils refusent de faire un petit peu comme le schéma traditionnel du patriarche qui est soit absent, soit dans la discipline, soit carrément dans la violence. En fait, c'est ça qui les singularise, c'est qu'ils refusent ce schéma établi. Alors même que pour beaucoup d'entre eux, c'est le schéma qu'ils ont vécu et j'allais dire subi. Oui, absolument. C'est ça qui est assez fort dans la série, c'est qu'on se rend compte qu'ils remettent... ils redécouvrent leur propre enfance au regard de leur paternité et ils se rendent compte qu'ils ne veulent pas ça pour leurs enfants. Vous les avez trouvés comment? Vous avez fait une petite annonce, cherche Père Moderne. Je reprends Père Moderne parce que c'est dans le projet que vous affirmez et que je citais en introduction. On connaît trop bien les pères d'hier, on souhaite mettre en lumière ceux d'aujourd'hui. Oui, en fait, on a fait un appel à témoignages vraiment en pitchant un petit peu comme ça, ces nouvelles paternités, ceux qui s'investissent. En fait, on cherchait des pères investis. D'accord. Et on a eu pas mal de réponses. C'était vraiment assez agréable. Et puis, fatalement, les personnes qui veulent participer à des documentaires sont des personnes qui se sentent investies, pour qui c'est un sujet important. Donc, on a vraiment eu des superbes conversations avec toutes les personnes qui nous ont écrit. Puis après, on les a sélectionnées. Il y a un petit côté psychanalyse en direct, mais pour certains d'entre eux, elle a été faite avant. J'ai l'impression que pas mal ont fait des thérapies, pas mal se sont interrogés eux-mêmes sur, alors pas forcément sur leur façon d'être père ou sur leur rapport à leur père, mais sur eux-mêmes déjà. Oui, absolument. On se rend compte en fait que la parentalité de manière générale, ça vient réveiller certaines choses, ça vient forcément rouvrir peut-être des blessures d'enfance.
Et on sent effectivement que c'est un cheminement qui est parfois long, parfois compliqué. Et en tout cas, les pères qui ont accepté de partager leur histoire avec nous sont des pères qui ont fait ce travail-là pour eux-mêmes et pour leurs enfants. On se rend compte que c'est aussi pour eux-mêmes, en fait. Ils se guérissent, ils se pardonnent en faisant ce travail-là. Dans ce casting, entre autres, un père couple homosexuel, enfant par GPA, un père homme assigné fille à la naissance. Oui. Voilà, j'ai peut-être manqué aussi d'autres situations. En fait, c'était important pour nous. Donc oui, on a effectivement des pères issus de la communauté LGBT+. On a des pères transfuges de classe, des pères issus de l'immigration, des pères séparés, des pères qui ont grandi dans des situations très précaires. En fait, c'était important pour nous d'avoir une diversité de profils, d'être aussi représentatif en quelque sorte de la société française pour montrer que voilà, tous les schémas ne se ressemblent pas. On n'est pas tous égaux face à la parentalité. Par exemple, être père racisé, c'est pas la même chose qu'être un père blanc parce qu'on a cette charge mentale de devoir préparer nos enfants à la société injuste, à la société raciste. Et ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On ne voulait pas invisibiliser des personnes concernées. Avec cet extrait qu'on entendait dans la bande-annonce assez dingue de ce père qui dit regardez-moi, mon enfant sera confronté au racisme. Si je me souviens, alors je ne sais pas si c'est lui ou un autre qui dit aussi dans un des épisodes, mais au fond, pourquoi ce serait à moi de lui expliquer le racisme qu'il y a dans la société? Pourquoi ce n'est pas à l'école? Que font les autres, en gros? Exactement, et on est tout à fait d'accord avec ça. Et on se rend compte aussi qu'à travers le sujet de la paternité, c'est des sujets vraiment collectifs et politiques qui se dégagent du docu. Effectivement, pourquoi c'est à l'individu, au père, à la mère, de prendre en charge des sujets qui sont difficiles. C'est une grosse charge émotionnelle que d'expliquer à son enfant « j'ai subi du racisme et tu vas en subir aussi ». Et ce que j'aime beaucoup aussi dans la prise de parole de Toufik, qui raconte ça, c'est qu'il fait le parallèle avec la misogynie. Et effectivement, pourquoi c'est aux mères d'expliquer à leurs filles et à leurs fils qu'il y a des violences sexistes et sexuelles à l'encontre des filles et des femmes dans la société. Pourquoi ce ne serait pas quelque chose de collectif, quelque chose de national, d'étatique? Voilà, c'est à nous de prendre en charge ça aussi en tant que société, plutôt que de le laisser reposer sur les individus. Avec des vraies politiques publiques. Alors dans les ingrédients de votre film, donc essentiellement c'est de l'entretien face caméra, fond noir, c'est très émouvant. Il y a des images d'archives que vous avez traitées en noir et blanc, même si j'imagine toutes n'étaient pas en noir et blanc, parce qu'on devine qu'il y en a qui renvoient à l'enfance des pères que vous interrogez, et d'autres qui sont eux avec leurs propres enfants. Voilà. Et puis alors à la fin de chaque épisode, c'est par bribes, ils ont eux-mêmes écrit des lettres à leurs enfants comme futurs pères. C'est-à-dire le jour où tu seras père... Alors, c'est même pas ça, c'est alors eux-mêmes d'avant la paternité. Ah ben vous voyez, j'ai pas... Marrant. En fait, mais ça fonctionne aussi parce que... Je croyais que c'était le message qu'ils voulaient transmettre. Bah, en fait, c'est le message qu'ils auraient aimé recevoir. Et aussi, par la même occasion, ils se pardonnent, ils se préviennent aussi. Ça va être difficile, mais t'as pas besoin d'être parfait, c'est pas grave. Mais moi, je me dis que c'est ce qu'on transmettait à son enfant. Mais ça fonctionne. De lui dire, j'ai quand même été embêté à tel... où j'en ai bavé, où je me suis planté à tel ou tel moment. Mais je pense que c'est l'idée quand même, parce qu'ils nous ont pas mal dit aussi qu'ils acceptaient de participer à ce documentaire également pour leurs enfants. Un point important, vous attaquez, c'est le premier épisode, sur quelque chose qui revient systématiquement quand on parle dans cette émission d'éducation genrée, etc. C'est la question de l'expression des émotions chez les hommes, ou de la non-expression des émotions. Oui, complètement. En fait, c'était le sujet sous-jacent du documentaire. On parle de paternité, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la masculinité. C'est ça. En tout cas, la projection de la masculinité et comment on va pouvoir détricoter un petit peu ça en refaisant appel à ce qui fait vraiment de nous tous et toutes des humains, c'est-à-dire les émotions, l'empathie, le soin de l'autre, le vivre ensemble. Et oui, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur en plus, parce que je travaille sur ce sujet-là dans mon podcast. Et je suis convaincue que si on prend mieux en compte les émotions des autres, on ira forcément vers une société plus juste. Et je suis persuadée que l'empathie, c'est véritablement révolutionnaire. On ne peut pas contrecarrer les injustices si on s'en fout des autres. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi de leur donner la parole sur ces émotions-là, et surtout de montrer aux spectatrices que voilà, il y a des hommes qui expriment leurs émotions, qui en ont, et c'est très bien, et il en faut plus. 5 épisodes, déboulonner le père, briser la chaîne, permis de reconstruire, réparer, et les darons de demain. Ils forment le documentaire Père sans repère. C'est sur la plateforme On Suzanne. Je vous recommande vivement de regarder cette série. On continue à en parler avec Judicaël Perrault, juste après l'Anti-Sèche. Guillaume Buan.
Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. 26 septembre dernier, c'était la journée mondiale de la contraception. C'était il y a quelques jours, mais en fait, il faudrait que ce soit 365 jours par an, 366 les années bissextiles, puisqu'en 2024, il faut encore plus que jamais sensibiliser sur son utilité. Beaucoup de chiffres à vous donner. On va faire un bilan, mais on avait déjà parlé sexualité ici même avec un tout autre sujet, justement. Mais en tout cas, ce sujet reste tabou à évoquer à l'école, bien que on rappelle qu'il y a quand même 3 séances annuelles qui sont censées être dispensées. Dans les faits, ça n'est souvent pas le cas. D'ailleurs, à la fin du mois d'août, l'Organisation mondiale de la santé avait dévoilé un rapport qui s'était penché sur la sexualité des adolescents. Alors, dans l'Europe, depuis 2014, je vais vous lire cette phrase. Cette situation expose les jeunes à un risque important d'infections sexuellement transmissibles et de grossesse non planifiée. Voilà ce qu'on peut lire notamment dans ce rapport. Quelle situation justement? On va la détailler ensemble. Alors pour obtenir déjà ces chiffres, sachez que l'OMS a interrogé près de 242 000 jeunes âgés de 15 ans dans une quarantaine de pays. Les garçons, commençons par eux, qui ont déclaré avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel, est passé de 70% en 2014 à 61% en 2022, une baisse de 9 points. Chez les filles, à présent, là aussi 63% à 57% qui ont eu recours. Partout. Dans les deux cas, c'est une diminution effectivement, qui ont donc eu recours à ce préservatif. Un tiers des jeunes ont affirmé aussi ne pas avoir utilisé de préservatif, de pilules contraceptives lors de leur dernier rapport sexuel, un pourcentage qui là cette fois-ci est presque inchangé par rapport à 2018. Et la pilule ? La pilule, justement, là aussi, c'est assez stable. Entre 2014 et 2022, 26% des jeunes de 15 ans déclarent qu'eux-mêmes ou leurs partenaires ont utilisé la pilule contraceptive lors de leur dernier rapport sexuel. Le rapport qui note également que les actes non protégés sont plus courants à 33% chez les jeunes issus de familles à faible revenu que chez les jeunes qui sont dans un milieu mieux favorisé et privilégié, 25%. Bon, ils sont importants quand même ces chiffres parce que mais si on doit en retenir une idée, c'est que dans le meilleur des cas, ça stagne, dans le pire des cas, ça baisse. En tout cas, c'est pas fameux, la faute à qui? Pour l'Organisation de la santé, cette hausse des rapports non protégés, c'est le signe de lacunes importantes dans l'éducation sexuelle. À cet âge-là, y compris l'éducation à la santé sexuelle ainsi que dans l'accès aux méthodes contraceptives. Le rapport souligne le besoin urgent d'intervenir, mais intervenir de manière ciblée pour répondre à cette tendance qui est jugée très préoccupante et promouvoir aussi la pratique sexuelle la plus sûre possible parmi les jeunes. On sait qu'il y a souvent l'accès à la pornographie et c'est pas une bonne chose avec les smartphones aujourd'hui. Les conclusions de ce rapport sont consternantes certes, mais elles ne sont pas surprenantes selon le directeur régional de l'OMS en Europe, déplore notamment une hausse des discours réactionnaires. Là aussi, les politiques en font partie. Les médecins appellent aussi à la fois les gouvernements, les autorités et les secteurs de l'éducation à se mobiliser, à prendre le sujet à bras-le-corps pour freiner cette tendance. Nous avons besoin d'actions immédiates et soutenu, peut-on lire tout simplement dans ce rapport. Les recommandations de l'OMS, quelles sont-elles? Oui, parce que je ne vais pas vous laisser avec ce rapport alarmant. On va quand même trouver des solutions, malgré tout. Oui, il faut que les acteurs gouvernementaux et sanitaires puissent tout simplement mettre en œuvre et financer des programmes d'éducation. Voilà l'objectif premier, qu'ils veillent à ce que les adolescents du monde entier, pas que l'Europe, du monde entier, aient accès à des services de santé sexuelle confidentiels, sans jugement et abordables, et qu'ils proposent aussi une formation spécialisée pour les enseignants. On en reparlait, 3 sessions annuelles qui ne sont pas dispensées, lieu, malheureusement, on en parle puisque régulièrement. les professeurs sont tout simplement pas formés à cela. Donc voilà un petit peu les conseils que prône l'OMS. Voilà, il y a des assos qui viennent aider quand même parfois. On peut s'appuyer sur elles aussi. C'est le constat pour l'Europe, en France particulièrement? C'est le CESE qui l'a fait, le Conseil économique, social et environnemental, qui s'est emparé de ce sujet, qui a dévoilé un rapport il y a 3 semaines de cela, si ma mémoire est bonne. Là aussi, le constat est le même. Alors accrochez-vous, je vous cite. Conclusion de ce rapport. Utilisation du préservatif qui est en baisse chez les adolescents, les IST, les infections sexuellement transmissibles qui sont tout simplement en hausse là aussi, et le VIH, parce qu'on en parle aussi de ce sida. On peut certes vivre avec, malgré tout, ça fait moins peur aux nouvelles générations. Oui, et puis les jeunes consultent plus facilement la pornographie, on l'évoquait tout à l'heure, via l'accès au smartphone. D'après ce sondage d'ailleurs qui a été publié en 2024, donc, 1 Français sur 6 estime que c'est aux parents d'aborder les questions de sexualité avec les enfants. Et concernant l'école, on a moins de 15% des élèves qui bénéficient de l'éducation sexuelle. Même chose qu'avec l'OMS, le CESE émet quand même des recommandations? Oui, on va quand même vous en donner concernant l'école. La mise en place d'un plan de formation à l'éducation à la vie affective, notamment la relationnelle et sexuelle pour les enseignants. On pointe vraiment sur l'aspect des professeurs, parler de la connaissance du corps, de l'estime de soi, des relations, et puis surtout s'attaquer à l'accès à la pornographie. On sait que de nombreux députés ont pris ce sujet. Bon, aujourd'hui, ça reste bien sûr d'actualité. Ça reste bien compliqué, malgré tout. Dites-moi. Non, pardon, Journée mondiale de la contraception. Peut-être juste un mot pour rappeler que l'accès à la contraception a été facilité quand même. On le rappelle depuis le 1er
1er janvier 2022, facilité, oui, effectivement, et accessible. Hein. Vous avez la possibilité, vous qui nous regardez, d'avoir accès à des préservatifs pour le côté masculin, bien sûr, en pharmacie. Hein. C'est gratuit. Et ce, depuis peu. Pour les femmes, là aussi, c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, notamment pour les moins de 26 ans. Et sans avance de frais. Et sans avance de frais. La gratuité des consultations, là aussi, longue santé sexuelle qui ont été étendues à toutes les femmes de moins de 26 ans. Et puis, vous avez tout un panel également de choses qui ont été mises en place. On ne va pas non plus tirer à boulet rouge. Il faut quand même voir le positif, mais malgré tout, le constat est un peu difficile. Merci beaucoup, Guillaume. Et on pourra le remarteler sans attendre la prochaine journée mondiale de la contraception. On parle aujourd'hui, bon, c'est pas super éloigné, on parle de paternité et du documentaire Père sans repère de Judicaël Perrault. Grand oral, la suite. Les émotions, sujet qui parcourt absolument l'ensemble de ce documentaire. Dans les souvenirs qu'ils ont de leur propre père et dans l'image de père qu'ils essayent d'être, il y a un truc qui revient énormément, c'est la question du temps. Donner du temps ou ne pas avoir eu suffisamment de temps. Oui, c'est vrai, c'était assez frappant. On ressent ça aussi par rapport, on parlait de la charge de la société tout à l'heure par rapport au travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pères qui nous disent ça, que c'est extrêmement frustrant d'être obligé de retourner au travail, qu'il y a une pression sociale à être performant au travail, voire carrément à délaisser sa vie de famille. Et ça, c'est très compliqué. Il y en a quelques-uns qui ont fait le choix de démissionner, de devenir père au foyer pour pouvoir se concentrer sur leur paternité. Ou d'arrêter des études. Ou d'arrêter des études. Qui était en médecine, ce qui est quand même un truc assez chaud. Apparemment, il réussissait. Il était pas il avait franchi le cap de la première année et il a mis ça entre parenthèses. Oui, absolument. En fait, c'est des questions de priorité qui se sont posées. C'est qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie ? Est-ce que c'est être performant au travail, avoir une jolie image sociale aussi, parce qu'on sait que c'est valorisé, notamment pour les hommes, la profession. Contrairement à la paternité, s'occuper des enfants, c'est moins valorisé pour les hommes. Et donc, ces hommes-là ont fait le choix vraiment de se concentrer sur leur vie de famille. Judicaël Perrault, ils se construisent pour certains à la fois dans la reproduction, mais beaucoup contre leur propre père. Parfois, en regardant, j'étais en train de me dire, donc tous ceux qui disaient avoir souffert dans leur enfance et qui sont aujourd'hui des pères très attentifs, très engagés, je dis finalement, le contre-modèle, ça marche pas mal non plus. Oui, c'est vrai. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est revenu quelques fois en témoignage, c'est que cette volonté de faire l'inverse du père est arrivée très très tôt, même carrément dans l'enfance, où on a notamment Moussa qui témoigne et qui dit que c'était son système de soupape, sa façon de gérer ses injustices et cette frustration-là, c'était de se dire, là pour l'instant je suis impuissant, c'est injuste ce qui m'arrive, mais je ne ferai pas ça à mes enfants. Et c'était comme ça qu'il a pu, en tant qu'enfant, garder le contrôle sur ce qu'il vivait, qui était quand même assez violent. Ouais, je ne ferai jamais ça à mes enfants, je l'ai entendu à plusieurs reprises, sous des formes différentes, effectivement dans la bouche de Moussa, mais pas seulement. Devenir père m'a fait comprendre que j'avais subi des violences. Il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on revisite l'enfant qu'on a été, on revisite la relation qu'on a pu avoir avec son père, et on se dit, mais en fait, tel ou tel épisode, c'était pas normal. Alors, c'est pas forcément des coups, ça, on s'en rend bien compte, mais on parle plus de violence psychologique. Effectivement, dans l'épisode 2, alors il est un petit peu difficile à regarder, mais très, très touchant et très important à mon sens. On aborde toutes les violences, tous les types de violences qui sont faites aux enfants, que ce soit de la violence dont les enfants sont témoins, qui laissent effectivement des traumas, de la violence physique, de la violence psychologique, ou bien de la violence due au fait d'être délaissé ou à la précarité ou au racisme subi dans l'enfance. Tout ça, en fait, on se rend compte et on sait depuis quelques années quand même que les enfants, quand ils ne connaissent que ça, pour eux, c'est la normalité. C'est ça. En fait, le cerveau se protège, vraiment, quand on subit des violences. On ne peut pas tout de suite accepter que c'est de la violence, c'est de la sidération aussi. Et c'est en grandissant plus tard, en faisant un travail sur soi, en voyant d'autres modèles, qu'on se rend compte que ce qu'on a subi, c'était de la violence. Et parfois, en devenant soi-même père et en se rendant compte que c'est possible d'être aimant, que aimer, ce n'est pas menacer, que aimer, ce n'est pas faire peur, que prendre soin d'un enfant, c'est la meilleure façon de l'accompagner finalement. Avec quand même ce grand classique de l'enfance maltraitée qui est de pardonner aux parents, ou du moins de leur pardonner. Il y a une espèce de culpabilité à dire du mal d'eux en disant mais en même temps ils avaient une vie difficile, alors oui il allait picoler tous les soirs, oui après avec l'alcool il y avait de la violence, mais il faut comprendre, c'est très dur d'en vouloir à son père.
Ouais, ou à ses parents peut-être, mais bon, en tout cas, là, en l'espèce, à son père. Effectivement, il y a cette ambivalence ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas forcément les clés, ils étaient mal accompagnés. Et c'est vrai, dans une certaine mesure, on peut se poser la question de notre responsabilité en tant que collectif, en tant que société. On a un témoignage de Moussa encore qui raconte qu'il allait chercher son petit frère à l'école alors qu'il avait que 8 ans. Il en veut à ses parents. Mais pas que. Il en veut à l'école, à la structure, à la société tout entière qui a laissé faire. Et effectivement, c'est intéressant. Après, on a aussi un père qui pour le coup, n'a pas pardonné. Voilà, je pense que c'est des trajectoires très, très personnelles aussi. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a vécu. Alors, je ne rends pas tout à fait grâce aux qualités de votre documentaire avec toutes ces questions un peu tragiques, un peu dures, parce qu'il y a aussi de l'humour de temps en temps. Il y a quelques punchlines. Il y en a qui m'ont fait bien rigoler autour de l'éducation positive. On dirait, on nous dit qu'il ne faut pas laisser pleurer les enfants. Mais enfin, écoute, c'est pas évident de ne pas le laisser pleurer. Ou un autre qui dit, il y a des journées, tu pourrais être négociateur pour le RAID, et d'autres, tu n'es même pas capable de gérer ton enfant qui n'a pas envie de manger une pomme. Bon. Oui. Donc, il y a aussi beaucoup enfin, beaucoup. En tout cas, il y a aussi des parts d'autodérision, de sourire, et d'une façon assez drôle de gérer finalement ses propres impuissances, parce que c'est compliqué d'être père. Oui, c'est vrai que on a quand même eu la chance d'avoir des intervenants qui sont très très drôles et très très intéressants. Et surtout, c'était important pour nous de surtout pas tomber dans l'injonction inverse, c'est-à-dire qu'en fait c'est de la pression aussi de dire au père, vous n'avez pas le droit de vous mettre en colère, vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous devez être parfait. C'est impossible, ça n'existe pas. Et je pense que ça crée des frustrations, ça crée des tabous. Là où c'est tout notre travail, c'est de briser ces tabous-là. Donc c'était important pour nous de montrer cette difficulté justement. Et c'est là où la vulnérabilité des papas qu'on a interviewés était très importante. C'est qu'ils nous disent, moi-même, je me débat encore avec ces questions-là. Donc, ils nous font part de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont appris, et c'est hyper précieux. Mais ils nous font part aussi de leurs doutes, de leurs imperfections. Pères modernes qui sont quand même très féministes, super déconstruits, parce que il y en a un qui dit l'instinct maternel, ça a été inventé par les hommes pour ne pas gérer. Oui, c'est vrai. Au chapitre des punchlines, les mamans sont quand même assez présentes aussi, parce que là, pareil, je donne l'impression que ça ne parle que des pères, mais beaucoup parlent de leur... soit du coparent, soit de la maman, enfin de l'autre père. Ouais. Voilà. Ouais, on en parle un petit peu dans l'épisode 3 du couple. Et c'est vrai ça, je l'ai senti même lors de ma pré-enquête, très vite, quand je leur demandais quel genre de père ils étaient, ils me disaient c'est grâce à ma compagne. C'était la première chose, c'est grâce à ma compagne. On a aussi un père qui s'est vraiment battu contre la dépression pendant longtemps. Et il dit, un jour, c'est ma compagne qui m'a dit stop. Et en fait, on sent que même s'ils ont entrepris de faire tout ce travail-là sur eux-mêmes, on sent que l'aide des femmes, l'aide de leur compagne a été vraiment indispensable. Dans les sujets qui apparaissent, qui émergent dans des formes familiales qui ne sont pas dominantes et relativement nouvelles, notamment la famille queer, il y a un témoignage assez marrant d'un père qui dit on a toujours l'obligation d'en rajouter, on doit être absolument exemplaire. Si on est donc les deux pères avec leur enfant au restaurant, que l'enfant commence à faire une crise, on a l'impression que tous les regards se portent sur nous et que les gens se disent vous voyez, deux pères, ça ne peut pas marcher. Bien sûr, ça c'est vraiment la pression qui pèse sur les familles queer. Et en fait, on comprend facilement pourquoi quand on voit la teneur des débats autour de la PMA, par exemple, ou même les horreurs qu'on a entendues pendant le mariage pour tous. En fait, systématiquement, quand il s'agit d'élargir les droits des personnes LGBT, quand il s'agit de leur permettre de solidifier les liens familiaux pour ces familles-là, de les protéger aussi vis-à-vis de la loi, systématiquement, il y a des horreurs qui sont dites à leur sujet. Et donc, on ne peut qu'imaginer qu'ils sentent et ils sentent peser sur eux le regard de la société. Et donc, c'est Julien qui en parle et c'est très touchant. Il dit qu'il se tend plus vite parce qu'il sent que ça va être utilisé contre eux pour démontrer... Mais pas contre lui en tant que Julien, mais contre l'ensemble d'une communauté, l'ensemble d'une... En tant que famille queer, il dit, vous voyez, on leur a permis de faire ça. Après, il dit, alors pas la France, le Canada, parce qu'effectivement, ils ont dû aller au Canada pour avoir recours à la GPA. Mais on leur a permis de faire ça, mais regardez, ils ne peuvent pas s'en occuper, ce qui est terrible pour des parents. Père sans repère, c'est une série documentaire à voir, à consommer sans modération. 5 épisodes d'une petite demi-heure. C'est sur la plateforme On Suzanne. C'est signé Judicaël Perrault qui nous accueille et qui nous accompagne dans ce grand oral.
et que l'on remercie. Vous restez avec nous, si vous le voulez bien, Judicaël, pour le cours particulier de Marie-Olivier. Comme chaque semaine, nous avons le plaisir de retrouver Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Cours particulier, on va à la rencontre d'aventures pédagogiques ou de grandes figures de la pédagogie. Aventure pédagogique aujourd'hui en France, et pas au bout du monde comme souvent vous nous emmenez, exactement, pour nous parler d'une association qui lutte depuis plusieurs années pour l'égalité des chances, Énergie Jeune. Oui, Énergie Jeune voit le jour en 2009. Énergie Jeune, c'est vraiment, ils ont vraiment pour but de lutter contre les inégalités scolaires. Donc les premières années, ils commencent avec des petites expérimentations avec certains établissements partenaires, mais très vite, ils prennent de l'ampleur jusqu'à se développer partout sur le territoire, maintenant avec différents programmes. Si bien que désormais, il y a 900 établissements partenaires, ce qui est considérable. 900 établissements, c'est beaucoup, et ils interviennent principalement en banlieue et dans les zones rurales. Il faut savoir qu'Énergie Jeune part d'un constat très fort. En fait, la France, elle fait partie des 5 pays occidentaux les plus inégalitaires en matière scolaire. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Énergie Jeune, c'est l'étude PISA de l'OCDE qui est sortie en 2019. Donc il y a vraiment un gros sujet là-dessus. Et le problème, c'est que les précédentes disaient la même chose. Et quand on parle d'inégalité, on parle d'inégalité socioculturelle en somme. Oui, souvent, par exemple, c'est vrai que les enfants de cadres ont beaucoup plus de chances d'obtenir le baccalauréat que les enfants de parents inactifs, 14 fois plus de chances, c'est énorme. Et puis il y a aussi par exemple les enfants d'immigrés qui peuvent avoir plus de difficultés, qui peuvent être plus défavorisés, notamment parce qu'ils n'ont pas forcément les codes d'apprentissage. Alors que fait Énergie Jeune pour résoudre ce problème considérable Je vous le disais, donc un de ces programmes par exemple s'appelle Aimer apprendre, et en fait l'association intervient dans les classes, dans les collèges. Pourquoi les collèges ? Parce que c'est le moment de la scolarité charnière où les inégalités se creusent. Quand vous dites l'association intervient, c'est qui ? C'est des bénévoles, des volontaires ? Oui, exactement. C'est des volontaires, des bénévoles qui interviennent dans les classes. Donc, ils sont toujours en co-animation avec les enseignants. Et le programme Aimer apprendre a vraiment des sessions très précises. Donc, c'est 12 sessions sur tout le collège. D'accord. Comme je suis super bon en maths, ça veut dire quoi ? 3 sessions par an, 3 sessions par an, 3 fois 4, 12, bien joué. Yes. Exactement. Et ce sont des sessions qui sont courtes, en fait, qui sont des sessions de 55 minutes. Et ça s'est même étendu, parce que ça marchait bien, au CM1 et au CM2, donc au-delà du collège. Et les volontaires font ces courses d'intervention qui sont très calibrées, dans lesquelles ils favorisent vraiment les échanges avec les enfants, ils favorisent les échanges entre enfants aussi, et puis ils font des jeux pédagogiques et ils présentent aussi des vidéos de scientifiques. D'accord, mais de scientifiques qui parlent de l'apprentissage, pas de scientifiques sur les sciences. Non, c'est ça. Okay. Sur les neurosciences, par exemple, ils vont montrer des vidéos de neuroscientifiques qui parlent de la malléabilité du cerveau. Et en fait, l'idée, c'est de montrer aux enfants que rien n'est fatal et qu'on peut toujours surmonter ces difficultés. Et ça les aide à apprendre, ça leur donne envie d'apprendre. Oui, ça les aide à apprendre. Apparemment, il y a un déclic psychologique qui se crée, et ça a été prouvé scientifiquement aussi. Et souvent, c'est plus utile, par exemple, qu'un discours méritocratique dans ce genre d'environnement où on dira quand on veut, on peut. C'est pas si facile que ça dans certains milieux. Donc là, vraiment, le fait qu'ils prennent conscience, par exemple, de cette malléabilité du cerveau, eh bien, ça fait qu'ils ont plus confiance en eux, en leurs capacités, et qu'ils peuvent surmonter plus facilement leurs difficultés. Voilà, et en tout ça, on peut le dire parce que Énergie Jeune existe depuis quelques années et qu'il y a eu des évaluations. Il y a eu des évaluations, ils se basent sur un comité scientifique rigoureux pour mesurer l'impact, évaluer leur programme et donc les améliorer. Et par exemple, il y a le laboratoire GEPAL. Donc GEPAL, c'est un laboratoire qui a été fondé notamment par Esther Duflo, la prix Nobel d'économie, qui montre en 2021 que le programme dont je vous parlais, Aimer apprendre, eh bien, il améliore la moyenne scolaire de ses enfants. Et je crois pas seulement la moyenne scolaire, il y a aussi des choses de l'ordre du comportement, des attitudes. Exactement, ça c'est toujours GEPAL qui le dit. Par exemple, les élèves sont moins impulsifs, c'est prouvé, ils sont plus concentrés, ils sont plus attentifs, donc ils sont plus enclins à apprendre de nouvelles choses. Et puis, ils voient aussi leur avenir de manière plus positive, donc ils vont avoir plus d'ambition sur leurs études ou encore dans leur carrière. D'un mot, pour conclure, on a dit 900 établissements, mais au total, combien d'élèves concernés ? Alors, 127 000 pour le programme Aimer apprendre depuis le début. Juste pour ce programme-là, depuis le début. Quand même assez considérable. Grosse opération. Merci beaucoup, Marie, pour ce zoom sur Énergie Jeune. Évidemment, on trouve plus d'informations sur Énergie Jeune en allant dans son moteur de recherche préféré. Merci beaucoup, Judicaël, de nous avoir accompagnés dans cette émission. Père sans repère, série documentaire, c'est sur On Suzanne. Vous la regardez, c'est passionnant, c'est émouvant, c'est drôle, c'est instructif. Bref, c'est plein de choses. Oui, j'ai aimé. Voilà, je le dis, j'ai bien aimé. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage, Emma Razafin Dralambeau, au son Saïd Mamou, à la réalisation Xavier Sanchez. Une émission préparée par Marine Plantec qui est également à la régie. Aujourd'hui, vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux, et le Grand Oral est également disponible désormais sur toutes les plateformes de podcast. C'est une des nouveautés de l'année.